Bien, bonjour. Je vous propose de redémarrer et d'entamer notre seconde table ronde. On cherchait Pierre Chabrol, il était à côté de nous. Donc voilà. Euh, Porte-parole du label ISR, Direction Générale du Trésor, merci de nous rejoindre. Éric Donnet qui nous rejoint, CEO de Groupama Immobilier. Sabine Desnaud, directrice RSE, exécutive RSE chez Gessina et présidente de l'OID. Innovation, pardon, je ne l'avais pas celui-là. Chloé Claire, qui est CEO de Namer. Et puis Stéphane Villemain, VP RSE Monde chez Ivanhoe Cambridge. On va essayer de parler, on va pas essayer de parler, on va parler de la révolution écologique et numérique a enfin démarré pour l'immobilier. Vous avez noté que dans ce titre, il n'y a pas de point d'interrogation, c'est une affirmation. Donc je vous propose qu'on discute autour de cette affirmation. Je vais tout d'abord laisser la parole à Pierre Chabrol pour simplement un peu nous planter le décor, nous rappeler le concept du label ISR, qui est un label d'État pour à peu près tous les investissements, et puis ensuite de focuser et de se focaliser davantage sur l'immobilier. Mais rappelez-nous peut-être en introduction ce que c'est ce label. Oui, bonjour à tous. Alors, le label ISR a été créé en 2016. Il résulte de la volonté des sociétés de gestion qui s'étaient impliquées, qui s'étaient engagées dans des démarches d'investissement socialement responsables, et elles voulaient mettre en place un référentiel de place de façon à ce que les investisseurs et les épargnants puissent faire confiance à ce qui était proposé en la matière, à cette nouvelle offre qui se développait, mais qui se développait un peu dans tous les sens, dans toutes les directions, en utilisant des concepts qui étaient un petit peu hétérogènes et qui n'inspiraient pas du coup forcément toujours la confiance. Et donc l'idée était de mettre en place un label qui préciserait les concepts et les conditions, je dirais, de base pour considérer qu'une approche, qu'une démarche ESG engagée par un fonds d'investissement, par une société de gestion, eh bien, était fiable, était crédible, et que lorsque un investisseur ou un épargnant décidait de placer son argent dans un fonds labellisé ISR, il pouvait être certain que derrière, il y avait une démarche sérieuse, robuste, fiable qui avait été mise en place, et que précisément la robustesse de cette démarche serait certifiée par un certificateur indépendant. Donc aujourd'hui, on a 3 certificateurs indépendants, Deloitte, EY et AFNOR, qui certifient, au terme d'un exercice assez sérieux d'examen des moyens mis en œuvre par la société de gestion en matière justement d'analyse ESG, qui certifie bien que cette société de gestion a été sérieuse dans sa démarche et qu'on peut lui faire confiance lorsqu'on place son argent dans un fonds labellisé ISR. Et donc le fait que l'État se soit impliqué dans cette affaire, c'est que les parties prenantes au départ de l'ESG, de l'ISR, formaient un écosystème assez complexe, assez hétérogène, et qu'il a été à un moment nécessaire que l'État s'implique dans cette affaire pour faciliter, si vous voulez, la mise d'accord de toutes les parties prenantes à l'ISR. Et ce label a été décliné assez récemment d'ailleurs dans l'immobilier. Vous nous rappelez un petit peu la genèse et puis peut-être les spécificités autour de ce label ISR immobilier? Oui, la déclinaison immobilière du label ISR date d'il y a à peu près 1 an maintenant. Depuis le début, hein, le monde des sociétés de gestion immobilière, la SPIM notamment qui les représente, était extrêmement motivé et impliqué pour trouver une façon de décliner l'ISR en immobilier. Donc il y a eu un très gros travail qui a été fait pendant 2 ans par la SPIM, en lien avec le Trésor, avec l'AMF aussi, pour décliner le référentiel, le cahier des charges du label ISR pour l'immobilier. Donc c'est le même cahier des charges que pour les valeurs mobilières, simplement on l'a ajusté parce qu'il y a évidemment des spécificités à l'immobilier. Et ouais, je retiendrai peut-être 2, ou peut-être même 3 particularités de la déclinaison immobilière. Elle s'articule autour de la définition d'un plan d'amélioration du portefeuille d'actifs, plan d'amélioration au regard de critères ESG. Donc ESG, c'est environnemental, social et de bonne gouvernance. Donc le plan d'amélioration, pourquoi il est au centre? Parce que évidemment,
l'esprit du label ISR, c'est d'être le plus large possible. Donc il ne s'agit pas simplement de le réserver à des fonds qui investissent dans de l'immobilier récent, aux normes, etc., mais bien plutôt d'être un instrument d'accompagnement. Et donc au centre du label, il y a cette notion de définition d'un plan d'amélioration au regard de critères ESG des biens qui figurent au portefeuille d'investissement. Deuxième spécificité, et qui se raccroche aussi à un des concepts de base de l'investissement socialement responsable, c'est le plan d'engagement auprès des parties prenantes. Donc la société de gestion doit définir un plan d'engagement avec l'ensemble des partenaires et notamment des prestataires, de travaux, mais les locataires également. Et ça, c'est au centre aussi du label immobilier. Et puis, troisième spécificité qui est liée à celle-là, qui est liée aux deux premières, pardon, c'est la définition de 8 indicateurs de gestion ESG qui doivent être pris dans les 3 catégories environnementales, sociale et de bonne gouvernance, avec notamment 2 indicateurs obligatoires sur l'efficacité énergétique des bâtiments et la réduction des gaz à effet de serre. Sur le social, il faut aussi trouver au moins 1 ou 2 indicateurs. Et puis sur la bonne gouvernance, j'ai notamment la bonne gouvernance, c'est par exemple des clauses ESG, des clauses d'inclusion dans les contrats avec les prestataires de travaux, par exemple. Le critère le plus impactant pour les acteurs immobiliers, et puis je vais leur poser aussi la question notamment aux investisseurs, c'est le E dans le ESG, et ce sont les 2 critères environnementaux pour vous? Alors, le concept de l'ISR, c'est qu'il y a ces 3 piliers. Donc, évidemment, le plus impactant, peut-être a priori, c'est l'environnement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 2 critères obligatoires. Je l'ai cité tout à l'heure, alors que pour les autres piliers, je dirais que c'est à la société de gestion de définir sa stratégie ESG. Ça, c'est un point très important du label ISR, c'est qu'il y a des conditions où on vérifie que les méthodologies utilisées, la façon dont les choses sont faites, sont sérieuses et sont robustes, mais après, la stratégie ESG, elle appartient à la société de gestion. Et donc après, c'est à la société de gestion de définir effectivement sur quels critères elle veut se profiler, sur quels critères elle veut insister. Mais il est vrai qu'il y a au moins ces 2 critères environnementaux que je citais qui sont obligatoires s'agissant de l'immobilier. Ouais. J'aimerais justement qu'on s'arrête juste sur ce critère E. Je suis un petit peu discriminant, désolé pour les 2 autres, mais on ne va pas avoir le temps. Sur les critères environnementaux, et notamment sur la manière dont l'industrie immobilière s'adapte ou doit s'adapter à cette nouvelle donne climatique. Je crois qu'il y a eu un rapport du GIEC qui a été catastrophique. Alors, je ne l'ai pas lu comme tout le monde. J'en ai entendu parler, comme tout le monde. Quel est un petit peu l'état des lieux et surtout la prise de conscience des investisseurs et des acteurs immobiliers? Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Sabine. Allez, ben oui. Je pense qu'on n'a pas attendu le rapport du GIEC pour travailler en fait, ces sujets-là. Aujourd'hui, vous avez évoqué il y a un caractère d'urgence de toutes les manières. Et je pense que les différentes crises que nous avons vécues récemment ont permis probablement l'accélération de cette prise de conscience. Et M. Chabrol évoquait les parties prenantes. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que l'ensemble de nos parties prenantes sont demandeuses aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus... comme il y a 10 ans, et j'ai pris des fonctions de développement durable il y a déjà une dizaine d'années, j'avais le sentiment de crier un peu dans la forêt, de crier seul dans la forêt pour essayer d'évangéliser les acteurs, l'ensemble des parties prenantes. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde est mobilisé sur ces sujets-là. Ça a des impacts sur la valeur du patrimoine aussi, de façon très prosaïque. Donc, ces parties. Et quand j'ai les parties prenantes, ce sont aussi bien nos locataires, les utilisateurs qui ont des demandes, des attentes. Il n'est plus concevable aujourd'hui d'emménager dans un immeuble qui ne répond pas à un certain nombre de critères environnementaux forts qui sont les mêmes critères qu'on s'impose dans notre vie privée aussi. Enfin, on a des attentes globalement. Quand je parle de parties prenantes, et on aura peut-être l'occasion de le développer davantage, ce sont aussi les acteurs financiers. Et nous, pour le coup, chez GCNA, on a beaucoup travaillé le financement vert aussi de nos actifs. Donc c'est assez large. Enfin, on ne reste pas que sur des sujets de propriétaires, locataires,
ou éventuellement de sujets techniques au sens bâtimentaire du terme. Ensuite, et juste pour faire aussi le lien avec l'intitulé, la dimension du numérique va nous permettre aussi de mesurer plus finement, bien souvent en temps réel, la preuve des discours que nous apportons sur ces sujets de performance environnementale. Et donc, d'où la nécessité d'avoir les indicateurs que vous évoquiez juste auparavant, d'où la nécessité peut-être aussi d'en créer des nouveaux sur des thématiques où on est parfois un peu moins confortable, comme celui de la biodiversité par exemple, ou sur des approches, parce qu'on le voit bien, aujourd'hui on est dans des approches qui sont beaucoup plus écosystémiques, avec des connexions avec le territoire, et donc probablement que la performance doit plus se mesurer uniquement à l'échelle d'un immeuble, mais sur des scopes un peu plus larges. Donc, à chaque fois on progresse sur ces sujets-là, et le numérique va nous apporter, à mon sens, ces éléments de preuve. Oui, Stéphane. Oui, juste pour compléter, je pense qu'on a aussi en tête cette statistique de 40% des émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment. Donc, il y a une exposition très forte du secteur immobilier à toutes ces tendances qu'on observe. On est immobile dans un monde mobile. On est par nature orienté sur le long terme. Et donc, cette exposition à des tendances politiques, des évolutions réglementaires, des évolutions climatiques, vient clairement forcer, inciter le secteur à s'engager, à être intentionnel, proactif. Et je pense que les investisseurs institutionnels sont un maillon de la chaîne, mais quelque part le premier maillon, et ont donc une responsabilité forte d'envoyer un message clair aux prestataires, aux locataires, à toutes ces parties prenantes, que ce sujet est maintenant numéro 1 et clairement proéminent quand on parle du E. Ça veut dire qu'on est passé en mode action. Là, la prise de conscience, j'ai compris, elle est globale, elle est générale, elle traverse tous les métiers. Mais aujourd'hui, concrètement, sur le patrimoine d'Ivanhoé Cambridge, vous êtes passé en mode action pour verdir, pour être carbone neutre à horizon, je ne sais quoi, 2050 Alors, on est en mode action, oui, on n'est pas rendu au bout de l'action, c'est clair, et plein de programmes pour passer de cette intention à cette action. Donc, on a à la fois une ambition, je dirais top-down, effectivement, un objectif de carboneutralité 2040 qui se décline dans des cibles plus court terme, de réduire notre intensité carbone d'ici 2025, on parle de 35%, augmenter des investissements sobres en carbone de 6 milliards, et d'autres cibles sur lesquelles on veut envoyer un message clair aux gens, à nos partenaires d'investissement et aux gens avec qui on fait des affaires. Cette approche, elle est conjuguée avec quelque chose de plus bottom-up qui va évidemment regarder la diversité du portefeuille qu'on détient et identifier les éléments concrets qu'on peut mettre en place. Donc on parlait de plans d'amélioration, ils vont différer beaucoup selon les pays et les secteurs dans lesquels on investit, nous Ivanhoé. Donc quand on pense par exemple à la décarbonisation, bon, l'électricité en France est à peu près 4 fois plus propre ou décarbonée par exemple par rapport à New York. Quand on parle de risque climatique, les enjeux sont très différents dans les métropoles européennes qu'ils ne le sont en Asie du Sud-Est, par exemple, ou là encore sur les côtes américaines. Et on prend aussi en compte la réglementation qui change beaucoup la donne. Et à cet égard, je pense qu'on peut souligner que la France joue vraiment un rôle de modèle à l'international. Je pense qu'il ne faut pas se le cacher. On a des outils maintenant qui finalement simplifient les choses quelque part. Par exemple, le décret tertiaire, parce qu'au moins c'est obligatoire. Donc on a moins de questions à se poser dans la relation qu'on a bailleur-preneur. La loi nous l'impose maintenant. C'est un travail de longue haleine qui a été préparé ces dernières années. Mais ce sont des outils que l'on a beaucoup moins dans la plupart des autres pays du monde. Et donc un des défis, par exemple, auxquels nous, Ivanhoé, on cherche à répondre, c'est comment est-ce qu'on peut structurer un alignement d'intérêts dans cette chaîne avec nos gestionnaires d'actifs, les gestionnaires de propriété, les locataires, créer des incitatifs pour pallier au manque de réglementation et s'assurer qu'on tire tous dans la même direction. Donc, à titre d'exemple, on met en place, par exemple, on commence à mettre en place la rémunération incitative de gestionnaires de propriété qui est indexée sur l'atteinte de certaines cibles de réduction énergétique et carbone. Directement au niveau du porte-monnaie. Là, voilà, donc l'idée, et ça c'est un exemple que je veux citer pour parler de ce passage de l'intention à l'action. Eric, un petit mot sur la prise de conscience et puis aussi sur la stratégie derrière d'investissement d'un groupe comme Groupama dans les conditions écologiques, environnementales qu'on connaît. Alors, prise de conscience, nous, on est un groupe où on fait de l'immobilier, mais on est surtout filiale d'un assureur qui est le premier assureur français sur le risque climatique. Donc, dire qu'on n'a pas de prise de conscience depuis 4 ans, je pense que tous les ans,
On a le cycle des 100 ans où on nous explique que le risque maximal centenaire est atteint. Voilà, ça fait 4 ans qu'on vit le risque maximal centenaire qui se reproduit tous les ans en termes de risque climat et qui coûte plusieurs centaines de millions d'euros à notre groupe en termes de risque assurantiel. Donc on est effectivement au-delà de la prise de conscience. Le passage à l'action, il est en fait directement corrélé au fait que aujourd'hui, on annonce des trajectoires sur la partie notamment réduction des gaz à effet de serre. Ces trajectoires, elles s'accompagnent aujourd'hui du fait qu'on a deux poches en fait. On raisonne avec notre poche euro et on raisonne avec notre poche CO2. C'est extrêmement aujourd'hui difficile d'expliciter la trajectoire parce que on a encore du mal à calculer et à mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Ça reste un exercice difficile. Même si on fait des analyses de cycle de vie et que de plus en plus de professionnels nous accompagnent dans ces analyses ACV, mesurer les émissions de gaz à effet de serre, c'est difficile. Et en même temps, alors là je reproduis vis-à-vis de vous les paroles de la table ronde précédente de Marie-Elba Ternisien, qui notamment dirige Stellantis. On rentre dans des réglementations, ou on va dire dans des cadres qui se multiplient. On a déjà fait, on va dire, un peu la même erreur il y a 15 ans avec toutes les certifications immobilières où on a HQE, on a BREEAM, on a LEED, on a plein de certifications. Donc du coup, vous voyez, nous, on développe une tour à la Défense pour Total Energy. On les a toutes. Ça coûte un bras, même deux. On est super certifié. Et c'est quoi? C'est le label de trop, l'ISR? Et donc, non, l'ISR, je trouve ça c'est super. C'est le seul label qu'il faudrait. J'aimerais bien qu'on ait un label européen quand même. Qu'on n'ait pas un autre label en Autriche, en Belgique, en Allemagne, un dans les pays scandinaves. Ça serait bien quand même qu'on montre qu'on est européen, y compris dans l'ISR. Ça ferait du bien à tout le monde, je pense. Donc, en tout cas, on a le label ISR en France. Et il faut qu'on arrive à avoir un label européen très vite, parce qu'on ne va pas arriver dans notre petit cercle à ne pas vouloir ou devoir élargir ce sujet. Marie-Elba, qui était assise là il y a à peine une demi-heure, l'a dit, pour Stellantis, un groupe comme Stellantis, il ne peut pas regarder la France juste avec un angle ISR et puis se dire qu'à l'étranger, ils vont raisonner différemment. C'est juste pas possible. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place des outils avec la taxonomie européenne? Est-ce que ce n'est pas ça l'enjeu de demain, Pierre Chabrol? Alors, si, justement, on est en train de mettre en place des outils. Vous citez la taxonomie, qui se veut un peu le système métrique de la durabilité des activités en Europe. Donc ça devrait puissamment aider à clarifier les choses et à créer un langage commun et des catégories communes. Donc ça, c'est extrêmement bienvenu, même si c'est un chantier qui est très lourd. Ça, tout le monde est extrêmement conscient, mais ça va créer un langage, un lexique commun. Donc ça, c'est excellent. Pour l'européanisation du label ISR ou de l'ISR en général, c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Ce qui s'est passé, c'est que la France a été pionnière. Le label ISR, ça a été le premier en Europe. Et puis comme ça a été un succès assez phénoménal, il a été copié un peu partout avec des variantes, évidemment. Donc du coup, ce n'est pas les mêmes labels d'un pays à l'autre. Je pense qu'effectivement, c'est une demande très forte de toute la profession qu'on arrive à ça. On va avoir, avec ces textes réglementaires, une base pour avancer. Je vous avoue que nous, notre idée, côté Bercy, enfin gouvernement français, c'est de continuer quand même en France à être pionnier et de s'assurer que le label ISR reste le label qui donne le là en Europe. Et donc pour notre enjeu à nous, c'est l'ajustement du label ISR de façon à ce qu'il soit celui en Europe qui a une longueur d'avance. Et c'est pour ça qu'on a engagé depuis mars dernier un chantier d'ajustement, de modernisation de ce label ISR, et ça concerne aussi bien sûr maintenant l'immobilier, pour justement s'assurer que ce label et les exigences qui vont avec ont intégré les évolutions de la réglementation européenne qui ont été importantes, qui ont été puissantes ces dernières années, je dirais même ces derniers mois, et c'est d'ailleurs encore en cours, et que le niveau d'exigence continue à évoluer, et que le label continue à être un instrument d'accompagnement justement de la transition, en ayant cette idée que ça doit être le label qui fixe un peu la norme en Europe. Il y a un enjeu quand même, il ne faut pas non plus se leurrer là-dessus. Il y a un enjeu de concurrence normative entre les différents pays, et donc un intérêt pour nous à avoir une longueur d'avance. Concrètement, côté investisseur immobilier, vous voyez cette exigence comme une contrainte ou comme une opportunité?
C'est les deux, Gaël, très clairement. Mais revenons dans le passage et le mode d'action. Vous voyez, nous, on construit la plus grande tour qui s'est jamais faite en France à La Défense. Très sincèrement, il y a 3 ans, j'avais un choix. Je peux faire une tour green, je la fais certifier, c'est 130 000 m², ça me coûte 5 millions d'euros. Ou je fais une tour vraiment verte, qui est végétalisée, avec des espaces extérieurs, qui est conforme avec une autonomie énergétique, qui a des panneaux photovoltaïques, et ça me coûte 150 millions d'euros de coûts additionnels. On choisit quoi? 150 millions d'euros, c'est sans retour sur investissement. Un locataire, il ne paye pas plus cher parce qu'il a des espaces extérieurs, parce qu'il a des balcons, parce qu'il a des terrasses, parce que la tour elle est autonome énergétiquement, c'est le même loyer. C'est un choix. Hein. Donc, mais je peux être ISR, que je fasse l'option 1 ou l'option 2. On a choisi, nous, de faire l'option 2. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on pense long terme. On se dit qu'à un moment donné, l'ISR, c'est avant tout un engagement de société, tout le monde parle de raison d'être, sur le très long terme, et qu'à très long terme, c'est un investissement qu'on ne regrettera pas. À la fois aussi en termes de réversibilité et de liquidité de l'actif. Mais momentanément, si j'avais été un promoteur et que j'avais voulu revendre cette tour, là je suis un investisseur, je la garde dans notre patrimoine, mais si j'avais voulu la revendre, honnêtement, j'aurais pris l'option A. Et j'aurais été sur un fonds labellisé ISR avec juste un débours de 5 millions d'euros versus 150. Et il y a un monde entre les deux quand même. Hein. Mais on avait le choix. Ça Donc veut dire on est quand même dans un comme monde... Gecina, qui doit verser quelques dividendes à ses actionnaires, n'aurait pas pu faire ce choix de mettre 150 plutôt que 5? Tous ces sujets sont complètement intégrés aujourd'hui dans notre... On a un projet de transformation majeur chez Gecina qu'on a appelé Canopée 2030, qui est Carbon Net Zero Plan 2030. Donc l'objectif, c'est d'avoir la neutralité carbone de l'ensemble de notre parc immobilier. Il y en a plus de 200 immeubles qui soient neutres en carbone en exploitation pour 2030. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en train de travailler un immeuble ici ou là, on est vraiment voilà, sur cette transformation majeure, et ça veut dire que ça se traduit aussi dans le fléchage de nos investissements. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on passe dans un comité d'investissement chez Gecina, les pratiques ont changé. Non seulement on va devoir démontrer les aspects financiers de l'intérêt d'y aller, mais on aura aussi notre TRI carboné. On a aussi, du coup, ça nous aide à beaucoup mieux flécher nos investissements. Donc la masse d'investissement, elle reste à peu près similaire, je dirais, sur notre patrimoine. En entretien, maintenance, etc., on doit avoir 100 millions d'investissements par an. Et puis après, sur ce qui est en développement, donc des gros projets, on doit avoir à peu près 200 millions par an d'investissement. Donc on reste sur ce même trend. Par contre, le fléchage, la façon dont on l'oriente devient complètement différent. Parce qu'on évalue toutes les émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai qu'on cherche la neutralité carbone en exploitation, mais cependant, on mesure systématiquement, on fait les analyses de cycle de vie de tous nos chantiers également. Et en 4 ans, aujourd'hui, c'est pas loin de 40% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre sur un chantier qui a été réalisé. Et notamment parce que dans les mécaniques, c'est parce qu'on rentre dans des process un peu en profondeur, on a mis en place un système de taxe carbone interne. Le changement, il passe par des sujets techniques, mais il passe énormément aussi par des changements culturels, par des outils. Le changement culturel, au départ, ça a été de dire on va mesurer toutes les émissions de gaz à effet de serre chez Gecina, qu'elles soient en exploitation, qu'elles soient sur nos chantiers, et on va taxer nos BU sur ces émissions de gaz à effet de serre. Comme on peut avoir une taxe foncière, on a une taxe carbone. Alors elle est interne. Quand ça pénalise le TRI, ça pénalise notre TRI interne, dans nos outils internes. Excusez-moi, vous avez vos bonnets rouges ou vos gilets jaunes internes? Exactement, voilà. Mais finalement, non, il n'y a pas eu trop de contestations, parce que je pense que ça donne beaucoup de sens. Il y a des contestations un peu, parce qu'évidemment, ça gratte un peu les résultats. Mais justement, on avait commencé en le faisant, en mettant une valeur qui était celle de compensation carbone qu'on aurait pu avoir avec des acteurs si on avait essayé de faire de la compensation. Et puis là, récemment, quand on a lancé Canopée 2030, on a mis un certain nombre de groupes de travail. On leur a demandé, est-ce que vous pouvez revisiter le taux de cette taxe carbone interne
Et finalement, alors qu'en exploitation, on était à 10 € la tonne et en développement à 50 €, on est en train d'harmoniser tout ça à 100 € la tonne, et à la demande des collaborateurs. Donc c'est-à-dire que bon, il faut y aller, il faut qu'on rentre dans cette contrainte. Alors attention, un point de précision qui est aussi important, c'est que cet argent, parce que du coup, moi, je me suis transformée un peu en fisc de Gessinor, j'étais très appréciée là. Mais cet argent, on le récupère parce que c'est pour ça que je précisais tout à l'heure, j'ai une double casquette. Effectivement, j'ai le pilotage de tout ce qui est RSE, mais j'ai aussi le pilotage de tout ce qui est R&D et innovation. Et c'est pas neutre parce que tout ça, ce sont que des leviers de transformation dans l'entreprise. Et donc cet argent qui est mis à disposition de cette taxe carbone interne, on la met dans un fonds qu'on appelle fonds CARE, le fonds carbone responsable. Et les collaborateurs peuvent rebénéficier de cet argent s'ils viennent nous proposer des solutions qui viennent accélérer la décarbonation du parc, mais qui sont peut-être innovantes, peut-être un peu plus chères que ce qu'on aurait fait normalement, etc. Donc on a dans nos comités d'investissement, on a des sessions dédiées à cela, où les collaborateurs viennent et nous disent, voilà, on a identifié un truc, bon, normalement, là, mais on pense que c'est peut-être un peu plus cher, mais peut-être... Et donc on décide d'y aller, et ce qui permet aussi culturellement de créer une mécanique d'innovation bottom-up, et donc d'embarquer les collaborateurs aussi dans cette mécanique-là. C'est de la R&D, votre fonds, quelque part. Oui, enfin, de toutes les manières, on est en transformation permanente. Donc j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est de la R&D, de l'innovation, de l'agilité. Enfin, on est obligé de repenser les modèles. Enfin, de toutes les manières, on surconsomme de la planète. Le constat, il est simple, qu'on soit dans l'immobilier, qu'on soit vendeur de petits pois, qu'on soit n'importe quoi. L'ensemble de notre modèle économique fait qu'on surconsomme de la planète et qu'il faut revisiter totalement nos modèles de production, nos modèles de consommation, nos modèles d'exploitation. Et c'est ce qu'on fait, mais pour moi, ça ne marche qu'à quelques conditions, c'est-à-dire d'abord qu'on ait une direction générale totalement convaincue par ces sujets-là, parce qu'une fois de plus, là, on crie seul dans la forêt, sinon, donc il faut absolument que ça parte du plus haut niveau de l'entreprise. Ça, c'est fait, ça? Non, chez nous, c'est fait. Non, bien sûr, mais je parle d'une façon générale. Je pense c'est pas fait chez tout le monde. Non, j'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais je pense que c'est à des niveaux. De présidente de l'OID. Oui, non, mais je pense que c'est fait à des niveaux de maturité différents dans les entreprises. Et après, il y a ce changement culturel profond des collaborateurs qu'il faut qu'ils comprennent pourquoi, que ce soit pas une contrainte pour eux, pourquoi on le fait, comment on peut le faire, et qu'on les fasse participer à cette réflexion. Et après, derrière, moi, j'ai jamais, par exemple, autant travaillé avec la direction financière. Enfin, je veux dire, ou avec les directions juridiques, parce que quand on innove, il y a des sujets assurantiels qui arrivent. Donc, le premier qui lève le doigt, en général, c'est les assureurs. Ils disent, est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, Eric connaît parfaitement ce sujet. Quand on est dans les sujets du réemploi des matériaux, par exemple, alors est-ce qu'on assure quand même ou pas? Bon. Et donc, il faut réinventer aussi les modèles qui ne sont pas que les modèles techniques, que les modèles de consommation, mais aussi des modèles contractuels, des modèles de risque, etc. Sur cette transition et sur cette révolution des modèles, j'aimerais qu'on puisse laisser la parole aussi à Chloé Claire, CEO de Namer, et revenir et se rebrancher sur le numérique. Est-ce que le numérique, c'est un espoir, c'est la solution, c'est un espoir de solution, c'est une solution parmi d'autres? J'aimerais bien que vous nous présentiez un peu votre boîte, parce que vous avez levé énormément d'argent en bourse, donc visiblement il y a un intérêt, et de voir comment le numérique peut venir, j'ai pas envie de dire au secours, mais comme outil de la transformation. En accompagnement, je pense. Voilà. Donc Namer, c'est une société de technologie basée sur l'intelligence artificielle. Et ce que nous faisons, c'est produire de la donnée. De la donnée par des data scientists, mais en fait, ça sert d'information fiable et complète pour nos clients. Et on produit donc des informations fiables et complètes sur les bâtiments, le territoire et l'environnement. À ce jour, sur un territoire tel que la France, on a caractérisé les 35 millions de bâtiments français. On n'a pas uniquement caractérisé les zones urbaines, etc. On les a tous. Et on a défini leur morphologie et on les a qualifiés par énormément de choses. À partir du moment où vous avez des morphologies, vous avez des années de construction, vous pouvez vous permettre de faire des calculs de consommation d'énergie théorique. Grâce au machine learning, vous pouvez prédire des labels DPE sur l'ensemble des bâtiments français à partir ce qu'on appelle la ground truth en machine learning, c'est-à-dire à partir d'un petit pool de vérité, surtout si vous l'avez
analyser, nettoyer, je parle en particulier pour les DPE, etc. etc. Et vous pouvez aussi croiser ces informations parce que c'est une base de données filtrée avec tout ce qui est risque climatique, risque géologique, et ensuite des règles métiers. Est-ce que telle typologie de travaux de rénovation énergétique s'applique à un bâtiment? Est-ce que telle solution d'adaptation climatique par rapport à la lutte contre l'îlot de chaleur s'applique à ce bâtiment? Et comme vous avez tous les métriques, eh bien vous pouvez faire des calculs budgétaires et des calculs de carbone économisé, de kilowattheures économisés. Là, on est en train de développer la calculette sur l'îlot de chaleur. Je ne sais pas si on arrivera à des degrés de température rafraîchie. On est en train de le faire, c'est aussi de l'innovation. Donc tout ça, ça nous sert pour... en fait, nos clients sont les parties prenantes autour du bâtiment. Et donc, c'est évidemment un large scope de clients, aussi bien les investisseurs que sont les banques, aussi bien les assureurs, et aussi, évidemment, les collectivités, les directeurs immobiliers, les foncières et les délégataires de services publics qui ont aussi besoin de faire des modèles sur les quartiers ainsi que les urbanismes et les entreprises de BTP. Donc ça fait beaucoup de gens. Mais ce que nous, on apporte dans le domaine de l'immobilier, et on l'a prouvé à maintes reprises, on apporte une vision stratégique d'un parc immobilier. Évidemment, notre approche, qui est celle de la data et de l'information, si vous n'avez qu'un seul bâtiment à regarder, ça ne va pas être la plus pertinente. C'est mieux de se rendre sur place. Mais si vous avez un parc immobilier d'une centaine de bâtiments, on est capable, évidemment, de vous cibler les 20% qui vous permettent, par exemple sur la rénovation énergétique, les 20% qui sont les pires, et que si vous les rénovez, vous atteignez 80% d'amélioration sur votre parc immobilier. Donc quand je dis qu'on vient en accompagnement, en complément, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir, aussi bien sur l'énergie, sur le risque climatique, sur de l'adaptation, etc., conseiller nos clients dans les stratégies, et ensuite pouvoir en fait, pour qu'ils puissent en fait, et donc d'une manière extrêmement responsable, aller cibler les bâtiments les plus intéressants dans leur parc immobilier. On parlait tout à l'heure de tech. Si on commence à dire, moi, j'ai mis des capteurs dans tous mes bâtiments, j'en ai 500 dans mon parc, j'en ai mis de partout, comme ça, je sais tout, etc. Peut-être que ça valait le coup, en termes de ressources, de n'aller monitorer qu'une cinquantaine d'entre eux, qui sont les plus importants, et ceux sur lesquels on a le plus d'impact. Donc, il y a aussi tout un accompagnement, je dirais, d'intelligence de là où on place l'effort, qui est assez important. Et donc, et quand je parlais aussi d'accompagnement, c'est parce qu'après, il faut rentrer dans le dur, et dans le dur, il faut être dans le bâtiment. Donc nous, on arrive en amont et en stratégie. Voilà. Comment vous regardez ce type d'offre? Est-ce que vous voyez ça comme une solution ou comme la solution pour shifter, pour passer Pour moi, c'est très important. Ça fait partie des solutions parce qu'en fait, dans l'immobilier, on a un vrai sujet... au contraire des gens qui sont gestionnaires d'actions ou d'obligations, en immobilier, on rentre dans le dur. Hein. Donc, il faut toucher le dur. Et on a des effets d'échelle qui sont nécessaires. Vouloir faire une révolution écologique en ayant moins de 10 à 15 personnes dans ces équipes qui se consacrent qu'à ça, c'est un leurre. Les gens qui ont 1 à 2 personnes dans leurs équipes qui font juste le green, ils font que de la com. Ils n'ont le temps de faire que de la com. Quand on a moins de 10 à 15 personnes dans ces équipes qui se consacrent à 100% sur la technologie, la mise en œuvre et le suivi en termes de reporting, déjà, on galère. Donc, tu vois, on a à peu près les mêmes tailles d'équipe. Et donc, je dirais, NamAir, c'est une des solutions, tout comme on travaille avec DeepKey pour recenser la data auprès des énergéticiens, des gens qui sont dans la distribution des fluides, des réseaux. On travaille avec des gens comme WeMaintain, qui sont des solutions qui nous apportent la technologie pour mesurer finalement la consommation des ascenseurs, etc. NamAir, ça fait partie de ce panel de solutions où beaucoup d'entreprises qui sont dans notre secteur d'activité n'ont pas la taille critique des équipes techniques, recherche, développement, mise en œuvre nécessaires pour pouvoir réinventer le monde. Donc déjà, quand on comprend comment certifier un immeuble selon une grille HQE, DNGB, BREEAM, LEED, etc., et qu'on trouve des gens qui savent le faire, c'est génial. Avoir des gens en interne qui savent faire du BIM, accroche-toi, Gaël. Avoir des gens en interne qui savent faire un ACV, qui comprennent l'ACV
et comment sont calculées les émissions de gaz à effet de serre sur un immeuble, là, il faut s'accrocher dur. C'est comme le rapport du siècle sur les 10 pages de synthèse, où on le relit plusieurs fois avant de bien comprendre ce qui est dit. Eh bien, on est dans une forme de complexité où on a besoin de ce type d'initiative parce qu'il faut résoudre la complexité. Et en fait, on est effectivement beaucoup plus intelligent à plusieurs et avec des structures qui sont intégralement dédiées à ça, qui finalement nous apportent cette avancée technologique. C'est exactement ce que nous, on a fait avec le booster du réemploi. La technologie autour du booster du réemploi, on l'a inventée chez Groupama Immobilier en 2016. On s'est dit qu'on l'essayait, qu'on l'a fabriqué. On est arrivé à un résultat qui est probant, mais qui était en fait sur notre propre patrimoine. Et on s'est dit en 2020, ce que l'on a fait, il faut en faire cadeau à la place parce qu'on va gagner en taille et en effet d'échelle. On l'a fait, nous, sur 100 000 m² dans nos immeubles. On a bien vu qu'à un moment donné, c'était endogène. On le faisait sur nos patrimoines et on faisait du réemploi d'un immeuble qu'on venait déconstruire vers un autre immeuble qu'on venait construire. Et il y avait un effet d'échelle qui posait un problème. On l'offre à la place en septembre 2020. On passe de 100 000 m² à 1,5 million de mètres carrés en 12 mois. Et ça s'est appelé Booster du réemploi avec Faber Novel qui a construit la plateforme Looping, où d'ailleurs Jessina, Ivanoé, on est 37 mètres d'ouvrage à l'avoir rejoint. C'est une initiative de place et on a besoin de ne pas être en concurrence sur ces sujets écologiques et numériques. On a besoin effectivement de se dire qu'on construit des outils qui soient des métaplateformes, qui soient effectivement des outils d'accompagnement, mais ça doit devenir des outils de place. Sinon, on ne va jamais y arriver. On va tous faire dans notre petit coin un type d'initiative. Alors, il y a l'initiative qui fait plaisir et sur laquelle on communique. Bon, ok, ça fait le bel article de presse. On a fait un toit terrasse, machin, on a mis des fraises, tout le monde est content. On met des abeilles, on fait des ruches, on récolte du miel, 3 pots de miel. Bon, super, on ne va pas y arriver comme ça. Il faut vraiment qu'on raisonne à grande échelle et qu'on passe à la surmultiplier. Parce que si on ne passe pas à la surmultiplier, on ne va pas y arriver. Pas en 2025 et pas en 2030. Sabine et Stéphane, j'aimerais bien avoir votre réaction. On a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, je suis totalement d'accord avec tout ce que vient de dire Eric. Et effectivement, dans ces logiques de transformation, on est dans des logiques de coopétition en réalité. C'est-à-dire qu'on a de la coopération entre les acteurs pour transformer globalement un secteur d'activité, tout en maintenant chacun nos sujets de compétition dans nos business. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment des nouvelles approches en disant les fondamentaux de transformation de filière, on est obligé de le faire ensemble. Et puis après, chacun ira trouver ses facteurs différenciants sur son marché. Et d'ailleurs, dans le même esprit, et juste sous forme peut-être un peu de teaser, puisque Eric est tout à fait au courant, à l'instar de ce qu'a fait, a initié Groupama Immobilier avec le booster du réemploi, avec Jessina, là, on est en train de fédérer quelques acteurs dans le même esprit. On l'annoncera prochainement à la place sur des sujets de biodiversité aussi, donc toujours dans cette logique de coopétition. Ensuite, je voudrais réagir sur les sujets du numérique et de la data. Pour le coup, je pense qu'il y a le sujet de la compétence, et Eric l'a évoqué, très bien évoqué. Pour moi, il y a le sujet aussi de la finalité et du périmètre. On a un sujet, je pense que la data est clé pour qu'on exploite mieux nos bâtiments, qu'on ait une meilleure gestion de nos bâtiments, qu'on ait de l'information effectivement en temps réel, d'un point de vue, j'allais dire, technique, pour le faire de façon très large. Mais aussi, va nous permettre de proposer des meilleures expériences clients. Donc on a toute cette dimension RSE qui fait qu'on va être plus performant dans la gestion, mais aussi ça nous permet de savoir comment l'immeuble est utilisé, quand les services sont mis à disposition, sont-ils optimisés ou pas, etc. Et peut-être aussi de mieux flécher les services qu'on va pouvoir proposer ou les expériences clients qu'on va pouvoir proposer aux utilisateurs. Et puis, après je pourrais en parler longuement, mais je voudrais aussi réinsister sur un point qui est sortons de l'échelle de l'immeuble uniquement. Quand on pense, la data nous permet, pour moi cette révolution aussi, qui est de vraiment s'inscrire comme un acteur de la ville durable ou du quartier durable. Enfin, après on prendra le périmètre qu'on veut, mais ça veut dire que demain on va pouvoir, demain ça existe déjà, mais ça va probablement se déployer. Quand on décide d'ouvrir des parkings à des personnes de l'extérieur, c'est qu'à un moment donné on rend service
à la collectivité au sens large et pas uniquement aux locataires. Donc il faut embarquer un peu plus que tous les acteurs immobiliers. Il faut embarquer les acteurs de la mobilité, il faut embarquer les politiques, il faut embarquer les citoyens. Et c'est là aussi, Eric évoquait la complexité des nouvelles compétences qu'il faut intégrer dans les équipes, mais on a aussi la complexité des nouveaux écosystèmes et des nouvelles parties prenantes à intégrer dans nos modèles. Et oui, il y a le sujet de la mobilité, oui, il y a le sujet de l'énergie, on voit les sujets de smart charging ou de V2G, où le véhicule va être considéré comme une batterie mobile et donc va pouvoir venir écréter les consommations d'énergie des immeubles à un moment donné. Donc ça veut dire qu'il faut faire rentrer les véhicules, qu'il faut gérer les charges, les décharges, etc. sur le réseau. Enfin, bon, je prends juste ces quelques exemples, mais en fait, on pourrait en citer plein où la data et la capacité à avoir de l'information vient changer complètement et nos modèles de consommation et d'usage. Voilà. Et surtout, je veux aussi insister sur un dernier point, je te laisse la parole, Stéphane. Par contre, j'ai une interrogation majeure, qui est toujours, pour le coup, le poids carbone de toutes ces technologies. Et aujourd'hui, on ne sait pas bien le mesurer, donc il va falloir qu'on apprenne, et je pense que ça, c'est des étapes à venir, à démontrer que c'est ce que moi j'appelle de la useful technology, c'est-à-dire qu'elle a vraiment du sens, elle apporte quelque chose dans RSE, elle apporte quelque chose dans l'expérience client, et elle ne vient pas détériorer le bilan carbone. On n'est pas dans un déplacement du carbone, mais dans... Voilà, et je pense que ça, c'est vraiment un point de vigilance. Claire veut réagir et je donnerai la parole à Stéphane. C'est Chloé. Chloé, pardon. Non, mais c'est mon nom de famille. Je voudrais réagir là-dessus parce qu'en effet, tout à l'heure, je parlais des capteurs. Je pense que c'est important qu'en effet, la data nous aide à être plus intelligents. Je vous parlais tout à l'heure de machine learning, d'intelligence artificielle, etc. En vrai, derrière j'ai des gens très compétents avec des cerveaux très, très humains. Et pour exploiter notre data... il y a de l'intelligence humaine aussi. Voilà, avec beaucoup d'intelligence humaine. Et en vrai, le machine learning, l'intelligence artificielle, c'est juste des maths et de la puissance de calcul programmatique. Hein, c'est vraiment... Voilà. Mais... il faut aussi, pour exploiter cette data, vraiment avoir aussi des gens intelligents, d'où des grosses équipes, hein, on est bien d'accord, qui puissent à tout moment se poser cette question du bon usage au bon endroit. Et pour rebondir sur cette idée-là, et l'idée aussi des écosystèmes et des collectivités, aujourd'hui, dans la table ronde précédente, on parlait de la net zéro artificialisation qui va vraiment modifier drastiquement comment est-ce qu'on développe les villes aujourd'hui, comment est-ce qu'on imagine l'immobilier. Et cela, en fait, il est aussi possible, donc il va falloir avoir de la data sur des villes pour savoir comment est-ce qu'on compense, comment est-ce qu'on va désimperméabiliser des parkings pour pouvoir récupérer de l'artificialisation à construire, comment on va pouvoir faire des systèmes où on va mieux intégrer les trams bleues et les trams vertes pour pouvoir en fait planifier la ville sous ses multiples aspects, et en particulier celui de l'eau, du terrain et de l'artificialisation. Et ça, la data aussi le permet. Et nous, on voit très bien chez Nemer, on a commencé à la maille du bâtiment, on a tout à la maille micro du bâtiment, et cette maille micro permet très vite d'aller dans cet écosystème de collectivités, de quartiers, etc., et où on va travailler là-dessus. Et je discutais avec différents promoteurs immobiliers qui me disaient aujourd'hui on fait 5% de rénovation lourde, parce que évidemment tout le monde est en train de faire de la rénovation énergétique, parce que le décret tertiaire, parce que tout ça, mais la rénovation lourde, ça va obligatoirement en fait, se multiplier à cause de cette net zéro artificialisation. Et aussi finalement on va pouvoir vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on utilise mieux ce qui est mal utilisé aujourd'hui, comment on fait de l'hybridation d'usage. Je suis sûre que vous y réfléchissez aussi, comment des espaces qui sont construits pour être uniquement utilisés 10 heures par jour par des travailleurs vont pouvoir être utilisés le soir, le week-end, etc. Et c'est des grosses réflexions. Et donc cette question de la donnée, de l'optimisation des usages, en faire plus avec ce qu'on a déjà aujourd'hui. Souvent, on entend faire plus avec moins, je ne sais pas trop, mais en tout cas, faire plus avec ce qu'on a, c'est tout à fait possible. Et la data est l'un des leviers pour être smart, enfin pour le faire de manière optimisée. Mais ne pensez pas que la data résoudra tout. Moi je vous en vends avec grand plaisir, mais il faut aussi avoir des gens qui connaissent leur métier et qui donc savent l'exploiter.
Oui, brièvement, en complément à ce qui a été partagé sur la data, à titre d'exemple, on a un peu plus de 1100 propriétés dans notre portefeuille et 3% d'entre elles représentent la moitié des émissions de carbone opérationnelles du portefeuille. Donc la nécessité de prioriser et d'avoir aussi une meilleure qualité de données, parce que la qualité est un défi, fait que ces solutions et tout ce qui se développe est vraiment d'intérêt pour des investisseurs comme nous. Au-delà de la data, tout ce qui est innovation, un modèle qu'on a vu se développer assez récemment et auquel on croit beaucoup et dans lequel on est également très investi pour pouvoir non seulement innover dans nos investissements, mais il s'agit aussi d'investir dans l'innovation et en l'occurrence, et je sais que Jessina l'a aussi pas mal fait, les fonds de PropTech. Comme on ne peut pas avoir une armée de 50 personnes qui est dédiée à suivre ces sujets-là à l'interne, de s'appuyer sur des gestionnaires qui, eux, sont vraiment spécialisés, fédèrent la communauté des investisseurs institutionnels dans une logique de collaboration ou coopération, et nous aident à avoir une intelligence de marché à jour, complète, mondiale. C'est quelque chose auquel on croit beaucoup avec des gestionnaires, dont je ne citerai pas de nom, mais qui se développent de plus en plus sur le marché en PropTech. Mais ça décolle la PropTech ou pas? Parce qu'on voit dans la tech, alors je ne sais plus quelle start-up française qui a levé 800 millions de dollars à faire des panini virtuels. Je ne vois pas de telle levée de fonds sur la PropTech, alors que le marché, il est juste gigantesque en fait. Comment on explique ça? On a déjà du mal à coter une foncière santé Ah, ça y est, dans notre industrie. Donc là, tu vas chercher une incidente sur les IPO auxquelles on n'a pas la réponse, malheureusement, Gaël. Mais tu as raison, les PropTech, aujourd'hui, elles lèvent essentiellement de l'argent aux US. C'est là où se fait le marché, avec des investisseurs qui sont peut-être plus audacieux dans la prise de risque. Et on a effectivement des investisseurs européens ou des zinzins français qui sont encore trop sur la réserve, probablement. Mais au-delà des investisseurs, si je puis me permettre, c'est vraiment ce qu'on disait, ce que vous disiez, c'est utiliser la tech parce que nous, c'est une question de vie ou de mort, d'être bon dans la niche où on s'est basé. Donc, on sera toujours meilleur que quand vous essaierez de le bricoler en interne. Ou alors, vous aurez une super équipe en interne qui va le faire super bien, puis au bout de 2-3 ans, l'équipe va bouger et vous le débauché par vous. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors, et donc, en fait, nous, ce qu'on sent, la différence entre les US et l'Europe là-dessus, c'est que quand on travaille avec des gens qui ont développé des startups aux US, c'est-à-dire que les Américains n'ont aucun problème à faire confiance à une petite boîte parce qu'ils savent que elle ne peut que réussir si elle a des contrats, etc., parce qu'elle va vraiment se focusser à être très douée là-dedans. Et ici, je pense en Europe, ou en tout cas en France, on se dit quand même, oui, mais bon, c'est une start-up, dans 2 ans, peut-être qu'elle ne va plus être là. Moi, je fais un projet stratégique, etc. Je ne pense pas, parce que déjà, vous transformez vos équipes en le faisant. Et en plus, si vous donnez des beaux contrats à ces start-up, de toute façon, elles ne peuvent que réussir parce qu'on est énormément soutenu ensuite autour par tout un écosystème pour réussir. Donc, c'est vraiment cette question du make or buy. Moi, j'ai été comme Sabine, directrice R&D innovation. Donc, moi, j'étais chez Vinci Construction et j'étais terrifiée par le fait qu'on veuille absolument tout refaire en interne. Et alors qu'on ne faisait pas confiance à ces petites entreprises. Alors, j'ai eu le culot en plus d'aller en rejoindre une. Mais c'est vraiment ça, cette notion de make or buy. Vous avez votre data interne, vous avez votre expertise métier, votre cœur de métier. Achetez le truc externe, achetez le service externe qui va vous permettre d'aller plus vite et que en fait, vos expertises internes puissent vraiment démultiplier leur savoir-faire. Et dans la mise en œuvre, et tu parlais tout à l'heure des écosystèmes finalement, Gaël, et notamment de l'importance d'aller rechercher la collectivité et les politiques dans le dossier. On a un enjeu qui est très fort. Nous-mêmes, on forme nos équipes finalement à tous ces enjeux, qu'ils soient numériques, qu'ils soient écologiques. C'est extrêmement fort et ça met du temps à former toutes les équipes. Et honnêtement, derrière, il y a une vraie complexité. Je dirais moi-même, quand on m'explique la décomposition et un ACV sur un immeuble en développement, franchement, avec Anne Keusch, qui est ma directrice innovation, je mets bien 3 heures à décrypter et à comprendre tout ce qu'elle veut me dire. Et je me pose et j'ai eu des formations ad hoc, etc. Honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas rencontré un seul élu, un seul politique qui comprend ce dont il me parle quand il me parle écologie. Y compris les écologistes? Ils ne comprennent rien. On est dans 2 mondes distincts. Franchement, il y a des gens, moi je gère de la forêt depuis 20 ans. Groupama est un acteur de la gestion forestière depuis 20 ans. C'est dans la forêt qu'il y a la biodiversité.
Quand il y a des élus qui m'expliquent comment il faut qu'on gère les forêts, je me dis qu'on ne doit pas être dans le même monde. Alors quand ils m'expliquent comment il faut gérer l'immobilier, là c'est encore pire. Donc il y a franchement, l'ISR c'est super d'un point de vue gouvernemental. S'il vous plaît, faites comme les Allemands et les Belges, formez les élus dardard. Je ne sais pas moi, faites une formation accélérée PowerPoint sur une demi-journée. Mais il y a un truc à faire parce qu'il y a un gap de compréhension qui est en train de vraiment se creuser, où on parle ISR, on est en fait là, le risque pour moi sur notre immobilier français, il est de très vite être sur des actions où les élus vont privilégier des interlocuteurs qui font du greenwashing et qui ne sont pas dans un mode d'action et qui, très clairement, dans la technologie, dans tout ce qui est mis en œuvre, sont finalement les acteurs de la ville et ceux qui fabriquent la ville de demain. Donc on a encore aujourd'hui beaucoup de travail. Sabine le voit parce qu'on a la même chose et je pense que tous on le rencontre. Franchement, en Allemagne, j'aurais fait la tour en Allemagne, The Link. J'aurais eu 25% de subvention sur les 150 millions d'euros de plus que je dépense pour qu'elle soit réellement verte et durable. Et les élus que j'aurais rencontrés auraient compris, en m'envoyant des équipes techniques et avec la note de synthèse qui est obligatoire en Allemagne pour bénéficier de cette subvention, ils auraient compris ce dont je parle. C'est un problème franco-français. Il y a un problème de compréhension entre des acteurs privés, des acteurs publics. Bien sûr, de formation. Nous-mêmes, on doit se former. Enfin, je veux dire, la révolution numérique, technologique, écologique que l'on vit, enfin, si on ne se forme pas, moi je me suis formé plusieurs jours, plusieurs semaines sur le sujet parce que je n'étais pas capable et en compétence pour faire tout ce qu'on fait. Et Vinci Construction, au départ, quand je négociais le contrat de Link, ils me racontaient la messe. Leur but, c'est de faire le moins cher possible et de me le vendre le plus cher possible. Donc, on est forcément dans des technologies avec des choses. Alors déjà, quand ils sont en face des ingénieurs de Total Energy, déjà, ils commencent à revenir de façon plus pondérée sur le sujet. Mais si on n'est pas formé sur le sujet, franchement, c'est comme l'informatique. On a tous été formés à un moment donné sur des modèles, y compris sur des applis, pour faire de l'informatique. On ne laisse pas que nos DSI raisonner et être des acheteurs. On est au fait un petit peu de ce qui se passe et des applis, des progiciels, etc. On a le même enjeu, les mêmes défis sur le plan environnemental et numérique. Et honnêtement, on a une classe politique qui, pour l'instant, ne s'est pas formée sur le sujet. Alors, peut-être, on va dire, une élite ou des gens qui sont spécialisés sur le sujet. Mais en 12 mois, on a une classe politique qui s'est phénoménalement formée sur le Covid et on a l'impression qu'on a X professeurs de médecine à la tête de l'État ou des villes. C'est génial qu'ils fassent la même chose sur l'écologie. Je ne sais pas si je ferai le comparatif. Pierre Chabrol, juste peut-être une réaction à ce que vient de dire Eric. Vous le sentez, vous aussi, cette complexification quand même, quand on passe dans le comment faire, c'est tout sauf simple. Et est-ce que vous sentez cette dichotomie aussi sur le politique? Le politique, c'est pas tout à fait le même temps que l'immobilier aussi. Il y a quand même un problème peut-être de compétences, mais il y a aussi un problème de temps. L'enjeu intéressant que vous signalez, c'est l'enjeu lutte contre le greenwashing, en effet. Parce que c'est un enjeu fondamental, parce que c'est assurer la crédibilité de ce qu'on fait. Et ça, c'est important parce que l'univers réglementaire s'est complexifié. Mais cette complexification, notamment au niveau européen, avec des réglementations européennes, je parlais de la taxonomie tout à l'heure qui arrive, elle doit au contraire aider à créer la confiance. C'est-à-dire que on ancre les concepts, on les clarifie, on peut du coup, tout le monde peut se référer au même langage, mais effectivement, cet apport nouveau de la réglementation, il faut qu'il soit assimilé par tous. Donc, vous avez raison, il y a évidemment un enjeu de formation, de compréhension sur des sujets qui sont techniques et qui vont le rester, quoi. Il n'y a rien à faire. Simplement, moi, du point de vue l'enjeu pour un label comme le label ISR, c'est justement de s'assurer que on donne aux épargnants, aux investisseurs, l'assurance que derrière, il y a des process qui sont fiables et qui peuvent comprendre. Et effectivement, c'est un des enjeux fondamentaux aussi de la révision de ces labels et du cahier des charges des labels, c'est d'assurer la lisibilité
de tout ça. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Alors, moi, je le vois enfin, mon enjeu, c'est l'enjeu pour les épargnants, les investisseurs. Il y a aussi évidemment un enjeu compréhension pour les responsables politiques de ces sujets, l'enjeu de lisibilité de tout ça, c'est-à-dire qu'il faut arriver à transcrire ces concepts, parfois complexes, en un langage qui soit aussi le plus compréhensible possible, qui soit auditable, ça c'est l'enjeu de la certification, et compréhensible par des gens qui ne sont pas des experts, c'est-à-dire le tout venant des épargnants, des investisseurs, et puis aussi des responsables politiques et administratifs. Je voudrais justement qu'on finisse par l'épargnant et qu'on parle un petit peu de la proposition de valeur demain, quand je suis sociétaire de Groupama, actionnaire de Gecina ou épargnant à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Qu'est-ce que j'attends comme retour sur investissement à travers votre politique, à travers le besoin de changement? Au bout d'un moment, qu'est-ce que je regarde? Je regarde aussi le rendement, je regarde ce que ça me rapporte sur mon compte. Sabine. Non, mais je pense qu'au fond, on l'a déjà évoqué un peu tout à l'heure. Je pense que les critères d'évaluation évoluent. C'est-à-dire qu'on regarde toujours des critères financiers et avec des attentes qui seront celles de chaque entreprise, mais avec ce fléchage qui va être un peu différent, parce qu'on aura évalué aussi les impacts aujourd'hui qui sont très carbone, mais probablement demain des impacts environnementaux dans un sens beaucoup plus large. Et si je prends l'exemple je vous ai évoqué tout à l'heure quelques exemples chez Gecina où on avait intégré tout ça dans nos process, mais aussi on l'a fait avec notre direction financière, c'est-à-dire que dès 2018, à notre initiative, nous sommes allés voir des banquiers pour leur dire voilà, on souhaiterait mettre en place un système de green loan, voilà, de crédit vert, qui en gros consiste à dire est-ce que vous accepteriez que la marge que vous allez prendre, vous, en tant que banque, soit réduite si notre performance RSE augmente. Voilà. Donc on est dans des logiques un peu d'incitation dont tu parlais tout à l'heure, un peu de bonus, etc. Et donc on a enclenché ça en 2018. Et aujourd'hui, c'est systématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule nouvelle ligne de dette bancaire qui n'est pas verte. Et autant que de possible, on essaye de retravailler les lignes antérieures à 2018 pour les transformer. Alors après, les acteurs sont plus ou moins ouverts à ça, mais ce qui veut dire que quand on se positionne 3 ans plus tard, aujourd'hui, on a 60% de notre dette bancaire qui est verte. Voilà, ça change des choses en profondeur dans la façon dont on gère l'entreprise. On a appliqué la même démarche cette année, là, en début 2021, au premier trimestre, cette fois sur notre dette obligataire. Et donc on a transformé 100% de notre dette obligataire, soit 5,8 milliards d'euros, ce qui n'est pas neutre, ce qui était une première mondiale sur cette taille-là, en green bond. Et d'une façon assez innovante, parce qu'on y a associé un framework qu'on appelle dynamique, c'est-à-dire en considérant qu'un investissement vert n'était pas la même chose en 2021, en 2022, en 2025, en 2030. Et là, on s'est lié à notre trajectoire Canopée 2030 d'aller chercher cette neutralité carbone en 2030. Donc on s'est auto-imposé finalement des exigences très fortes de transformation de notre patrimoine, même pour aller chercher nos financements. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va se traduire. Est-ce que ça aura un impact sur la valeur, etc., pour répondre à votre question? Je veux dire, l'histoire le dira. Ça fait des années qu'on essaie de mesurer des valeurs vertes. On arrive à mesurer des pertes de valeur si on n'est pas vert, mais on n'arrive pas à mesurer des créations de valeur si on est vert. Donc ça, ça reste encore de la R&D probablement. Voilà. Eric et Stéphane, en quelques secondes, parce que je crois le but, c'est de flécher l'épargne. Hein. Sabine le dit très bien. Aujourd'hui, vous avez des gens qui épargnent sur du livret A à 0,5. Vous avez des gens qui épargnent sur des fonds euros d'assurance vie à 1%. Et donc, flécher l'épargne vers de l'immobilier ou d'autres fonds qui soient ISR, ce qu'il faut, c'est avoir la plus grande transparence et être clair sur le fait que c'est une promesse qu'on va tenir. Donc ISR, c'est pas juste un label, c'est pas juste un stamp qu'on met sur un fonds, c'est que dans la captation de cette épargne, il faut tenir la promesse. Et par transparence, il faut effectivement pouvoir dire à l'épargnant ce que ça va coûter de tenir cette promesse. Donc c'est là où on refait le lien entre la poche euro et la poche carbone. Hein. Donc oui, ça va coûter de pouvoir tenir cette promesse, mais je pense qu'on a tous, y compris dans notre épargne, dans le fléchage de cette épargne, une compréhension que c'est un sujet sur lequel on veut être partie prenante. Et moi-même, j'aurais plutôt tendance à diriger mon épargne personnelle et mes fonds de retraite vers quelque chose qui participe soit d'un plan de relance, soit de fonds ISR,
parce que j'ai des enfants, ils sont jeunes, et je veux leur réserver une terre, un monde qui soit meilleur, et pas un monde dégradé. Donc l'épargne, je le fais aussi pour mes enfants. Je ne vais pas construire un patrimoine sur quelque chose qui n'aurait pas de sens à long terme par rapport à ce que je transmets à ma famille. Mais le sujet de cette promesse, il faut vraiment qu'elle soit tenue. Et effectivement, ce que disait M. Chabrol, il ne faut pas qu'on soit dans quelque chose qui relève du greenwashing, parce que là, on tomberait dans quelque chose de non légitime, et tout ce fléchage de l'argent, privé et public, serait finalement construit sur des bases qui ne sont pas solides. Donc c'est de ça dont il faut, nous, on est responsable de ça en fait. On a cette légitimité à construire. Aujourd'hui, moi je vois trop de fonds qui adoptent un label ISR qui juste, à un moment donné, indique une trajectoire de dire on va baisser de X% les consommations, les réductions de gaz à effet de serre, mais il n'y a pas les CAPEX en face. Les CAPEX dans un fonds, ça se traduit par des provisions. Donc moi je refuse de labelliser mes fonds ISR tant que mes comptables ne pourront pas calculer la provision qu'il faut mettre en face de ce label. Et c'est une provision pour risque et charge. Quand on a des fonds à 1 milliard, ça veut dire qu'il y a plusieurs dizaines, voire centaines de millions qui doivent se mettre en face. Aujourd'hui, je ne souscris pas à des fonds qui ont des stocks, qui n'annoncent pas les CAPEX qui vont en face. Et on est pour l'instant dans cet état des lieux. Les gens labellisent leurs fonds, mais ne donnent pas, finalement, par transparence, l'enjeu capitalistique qui est associé à ça. Simplement, l'épargnant, il sait quand il souscrit aujourd'hui qu'il a une promesse de rendement qui va être moindre. On ne va pas pouvoir délivrer des rendements comme les SCPI le font aujourd'hui à 4 ou 4,10 sur de l'immobilier qui est ISR, où il faut gérer du stock pour lequel, si on veut faire les choses bien, pour le bien commun, on aura les mêmes rendements. Ça ne sera pas possible. Stéphane, le mot de la fin. Oui, très brièvement. Je pense qu'on a encore quand même un retard côté des épargnants individuels par rapport aux institutionnels qui sont très avancés sur le sujet. Autant dans le sujet de la consommation responsable, il y a vraiment une belle avance, mais sur les sujets d'épargne, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense que ça va passer par convaincre de l'alignement, là encore, entre le financier et l'extra-financier à tous les niveaux, au niveau de la performance des fonds, au niveau de comment on incite nos employés dans nos sociétés, comment est-ce qu'on aligne ces intérêts-là avec nos prêteurs. L'exemple de la finance durable en est un. Et avec cette conviction qu'à long terme, malgré des capex effectivement plus élevés à court terme, à long terme, il y a vraiment un alignement d'intérêts entre ces deux types de performances. Et puis là, il faut faire attention. On a introduit avec le Covid un biais extraordinaire. C'est que 2020, en termes de consommation énergétique, on est tous super géniaux. 2021, on est de nouveau super géniaux. C'est normal, nos immeubles de bureaux étaient fermés. On ne les chauffait pas, on ne les climatisait pas. Donc on a tous des résultats en 2020-2021 où on annonce des trajectoires juste de dingue. Voilà, on a trouvé la solution. On a trouvé la solution. On a fermé les immeubles, c'était le Covid, c'était les télétravail. Donc 2020-2021, on va tous pouvoir annoncer des scores qui sont super bons. On est tous super bons. 2022, on va avoir un rendez-vous avec le monde réel qui va être différent. Moi, aujourd'hui, j'ai résolu le sujet de la consommation énergétique. Je veux dire, dès 2021, je suis déjà un objectif 2030. La réalité, c'est que tous nos immeubles étaient fermés. Mais attention à ça, parce qu'y compris dans le message et dans la transparence de ces messages, ce qui est annoncé par nos structures, qu'elles soient foncières, qu'elles soient gestionnaires d'actifs, qu'elles soient investisseurs, on a le biais de la période Covid. Alors, on va se comparer au monde d'avant, alors. Donc il faut se comparer au monde d'avant, mais ce que ne font pas un certain nombre d'acteurs. Et effectivement, en trajectoire, on est obligé de se fixer à de la data réelle. On est dans un monde où l'écologie, c'est le monde réel, le numérique, c'est le monde virtuel. On est dans la rencontre de ces deux mondes aujourd'hui. Mais attention, on a introduit un biais qui va durer jusqu'en juin 2022, où les exercices 2020 et 2021 ne peuvent pas être des exercices de référence classiques. On aura un sujet pour l'année prochaine, alors. On va comparer tout ça. Merci beaucoup. Merci à tout notre panel. Merci infiniment.